Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans En Nouvelle Donne. Je vous propose d'aller immédiatement à l'essentiel de cette émission avec le porte-parole du gouvernement de la République, tel que vous l'apercevez déjà sur votre téléviseur. Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et merci d'être là. Monsieur le ministre, tout de suite, pour aller à l'essentiel, quel est, du point de vue du gouvernement, parce qu'il va falloir, dès le départ, fixer les esprits des Congolais, la bonne lecture du processus des élections en République démocratique du Congo, à plus ou moins 5 mois du 23 décembre 2018. Monsieur le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de la République. Pour le gouvernement et du reste pour tout observateur objectif, le processus électoral tel que mis en œuvre par la Commission électorale nationale indépendante se déroule correctement. Le calendrier est respecté et nous sommes obligés de constater que c'est plutôt au sein de la classe politique ou d'une certaine classe politique que l'on constate des demandes de prolongation de tel délai ou de tel autre. Mais en ce qui concerne l'administration électorale, je pense qu'elle a prouvé ses compétences, sa capacité à organiser les élections dans les délais qui ont été finalement convenus après les 2 ans de retard que des causes de force majeure nous ont imposés. Et donc on ne peut plus douter maintenant que le 23 décembre, l'élection présidentielle ainsi que les législatives nationales et provinciales auront bel et bien lieu. Et c'est une bonne nouvelle pour le pays. Donc, d'après vous, toutes les étapes, telles que prévues dans les calendriers déjà publiés par la Commission nationale électorale indépendante, toutes les étapes jusque-là sont bel et bien franchies. C'est exactement ce que nous a dit le patron de la Commission électorale nationale indépendante, M. Corneille Nangaa, lors de la dernière réunion de mise au point avec les partis politiques à laquelle nous étions représentés, qui a eu lieu hier déjà. Et donc nous ne pouvons douter que cela soit vrai. Monsieur le ministre, alors, lorsque le secrétaire général de la CENCO, Monsieur l'abbé Donatien Chouli, parle, lui, en disant que le processus électoral, vu l'évolution actuelle, est en péril. Il a tout faux de dire ça? C'est un point de vue. Vous savez, les gens ne sont pas obligés de partager le même point de vue. À ma connaissance, ni l'abbé Cholet ni la CENCO n'ont reçu aucun mandat de la Constitution ou des lois congolaises d'organiser le processus électoral. Je viens de vous donner le point de vue de l'autorité, la seule habilité, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, à organiser les élections. Et donc, monsieur X ou Y ou monsieur ou madame Tartampion peut dire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Cela n'a rien à voir, ça nous importe peu. Donc, je ne pense pas que ce que Cholet dit ait de l'importance. Ce qui nous importe, c'est ce que la centrale électorale nous dit, c'est ce que les acteurs politiques nous disent, et Cholet n'est que le représentant d'un regroupement privé. C'est une ASBL à ma connaissance, la CENCO, donc nous parlons ici d'institutions, il ne faut pas mélanger la chèvre et le chou. Ça ne peut pas avoir un effet sur l'opinion publique, une telle prise de position? L'opinion publique prend dans les positions diverses qu'elle entend ce qu'elle veut bien, nous sommes bien en démocratie. Si c'est le but, c'est de perturber l'opinion publique, je pense que c'est raté, puisque l'opinion publique sait qu'en République démocratique du Congo, il n'y a que la CENI qui est habilitée à organiser les élections et pas la CENCO. Donc une fois de plus, je voudrais vous inviter à ne pas mélanger la chèvre et le chou. Il y a des gens peut-être que cela gêne, que le processus électoral se déroule parce qu'ils trouvent leur compte dans la chienlit qui s'est installée dans le pays du fait de la non-organisation des élections, mais ça c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Bon, à ce moment où nous faisons cette émission, monsieur le ministre, se tient
également à Kinshasa la tripartite gouvernement de la République, CENSA et la CNU. Qu'est-ce qu'on peut attendre du dénouement des travaux de cette tripartite, monsieur le ministre? Je ne suis personnellement que membre d'une de ces trois institutions qui ont été appelées par les parties prenantes à l'accord du 31 décembre 2016 à entrer en concertation et chaque fois qu'il y avait des problèmes qui pouvaient impacter le processus électoral, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante, le Comité national de suivi de l'accord et le gouvernement de la République. Moi, je suis membre du gouvernement de la République et donc à ce titre, je suis représenté à cette commission, je participe à cette commission. Hier, j'ai été aimablement invité par cette commission tripartite à y faire une contribution que j'ai faite. J'ai donné l'état de la situation dans le secteur dont j'ai la charge au niveau du gouvernement, en ce qui concerne particulièrement la décrispation au niveau du secteur de la communication et des médias. Avant moi, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est passé pour donner la situation en ce qui concerne ceux que l'on appelle prisonniers politiques un peu abusivement. Puis avant lui, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur est passé pour faire l'état de la situation sécuritaire, vous savez, qui a un impact sérieux sur les élections. Au moment où nous parlons maintenant, je pense que le ministre des Finances, mon collègue, est en train d'évoquer la mise à disposition de la Commission électorale nationale indépendante des crédits budgétaires dont elle a besoin, parce que vous savez que la République s'est fait un point d'honneur à financer seule ces élections, et donc rien que de très normal que nous puissions décider... Ce n'est pas du goût de la communauté internationale. Eh bien, cette communauté internationale doit se faire une raison que le Congo est indépendant et que les problèmes électoraux congolais sont des problèmes de souveraineté et il faut que tous les Congolais en soient fiers. Donc, alors, monsieur le ministre, est-ce qu'il a tenu une telle évaluation, vu l'évolution, les déroulés du calendrier électoral tel que fixé par la CENI, est-ce que cette tripartite a sa raison d'être? La tripartite a été instituée par les parties prenantes à l'accord. Parce que vous dites plus haut que tout se passe correctement selon le calendrier. Mais c'est bon de se réunir pour constater si effectivement tout se passe très bien. Il vaut mieux le constater ensemble, parce qu'il y a des gens qui veulent répandre un vent de pessimisme. Et donc pour les démentir, rien de tel que de telles réunions pour que tous ceux qui sont concernés puissent confirmer ou infirmer les prédictions plus ou moins négatives des uns et des autres. Et tout jusqu'à présent semble indiquer que ceux qui répandent des anticipations négatives ont tort. Monsieur le ministre, s'agissant justement de l'évaluation du processus électoral, la chose est passée au scanner au niveau de la tripartite, mais concernant les points précis de la décrispation, la CENCO pense que la décrispation politique telle que recommandée par l'accord n'est pas faite de la manière que l'accord a prévu. Il y a toujours des prisonniers politiques en République. Cher ami, excusez-moi de vous interrompre, oui, mais je ne suis pas d'accord à ce que vous vouliez donner à la CENCO un statut ou un rôle qui n'est pas le sien. La CENCO n'est pas une institution publique. Je peux vous citer plusieurs autres organisations privées, plusieurs autres ASBL qui félicitent les institutions du fait que la décrispation se déroule normalement. Si la CENCO estime qu'il n'en est pas le cas, eh bien c'est son point de vue. Mais pourquoi est-ce que vous ne me parlez pas des points de vue d'autres ASBL, d'autres confessions religieuses qui félicitent les institutions? Pourquoi ne parlez-vous que de la CENCO? Pourquoi êtes-vous si pessimiste? Pourquoi aller chercher seulement un seul point de vue et l'isoler parmi la
l'avalanche de points de vue qui se déverse sur le processus électoral. Il n'y a pas que l'Église catholique au Congo, il y a plusieurs autres confessions religieuses. Alors parlez-moi aussi du point de vue des autres confessions religieuses. Mais on dirait que vous faites une fixation sur la Cinco comme si la RDC était un État catholique. Nous sommes un État laïque, mon ami. Bon, alors, on va évoluer, monsieur le ministre. S'agissant toujours de l'évaluation, est-ce que ces élections, comme on le veut, inclusives, que certaines personnalités à l'étranger seraient empêchées de revenir au pays pour participer à l'élection présidentielle notamment? Je voudrais démentir de la manière la plus catégorique qu'il y ait une seule personnalité congolaise qui se trouverait à l'étranger et qui serait empêchée de revenir au pays, à moins que vous ne me donniez l'identité de cette personne et que vous me relatiez les circonstances dans lesquelles elle aurait été empêchée de revenir dans le pays. Nous devons entendre des opposants, ces lieutenants qui sont au pays. Ici, il parle de Moïse Katumbi, ex-gouverneur de l'ex-Katanga. Je voudrais répondre déjà à cette question. Monsieur Moïse Katumbi vivait avec nous en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question de savoir comment il est sorti pour aller à l'étranger. Je pense qu'il a demandé à partir à l'étranger. Personne ne lui a demandé d'aller à l'étranger. Il a dit qu'il se portait mal et qu'il avait besoin d'aller se faire soigner à l'étranger. Il ne pouvait pas sortir du pays à ce moment-là parce qu'il était impliqué dans une procédure judiciaire qui n'est pas encore terminée et que pour interrompre cette procédure judiciaire, il fallait une autorisation des autorités judiciaires, ce qu'il a obtenu. Et maintenant, nous apprenons qu'on empêcherait Moïse Katumbi de revenir. Mais Moïse Katumbi n'est pas empêché de revenir, puisque la justice a besoin de lui pour terminer la procédure qui avait été entamée. Donc, c'est une fausse information. Qu'est-ce qui se passerait? Fake news, comme on le dit. Qu'est-ce qui se passerait? Parce que lui, il dit il doit rentrer au pays. Qu'est-ce qui se passerait? Non. Il a le droit de rentrer, mais il se trouvera exactement dans la même situation dans laquelle il se trouvait au moment où il est parti. C'est-à-dire qu'il se retrouvera devant le procureur de Lubumbashi pour terminer la procédure qui a été interrompue à son initiative. Il a trompé le procureur en disant qu'il était malade. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, il voulait échapper aux poursuites. Donc s'il rentre, soyez certains que les autorités judiciaires congolaises seront les plus satisfaites pour pouvoir terminer leur travail. Donc c'est faux de dire qu'on l'empêche de rentrer. C'est lui qui ne veut pas rentrer, qui veut politiser un dossier judiciaire. Voilà la réalité. Donc il a tout faux, lui, de dire... Totalement faux, personne ne l'empêche de rentrer. Que le président Kabila refuse de... Qu'est-ce que le président Kabila a à voir? Mais est-ce que le président Kabila distribue des passeports? Dans quel pays, monsieur? Citez-moi un seul pays au monde où un président de la République distribue des passeports. Lequel? Vous êtes incapable de me citer. Il y a des centaines d'États dans le monde. Citez-moi un seul. Excusez-moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, non, citez-moi un seul pays au monde où c'est le président de la République qui distribue des passeports ou qui autorise aux gens à rentrer dans le pays. Monsieur Katumbi est libre de rentrer au pays. Monsieur Katumbi ne veut pas rentrer au pays parce qu'il craint d'affronter les conséquences de ses propres actes devant la justice. Voilà tout. Ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà la réalité. Et maintenant, il essaye de politiser pour jouer avec la crédulité de certains esprits naïfs. C'est tout. Monsieur le ministre, ces lieutenants à Kinshasa, ils disent que le gouvernement de la République, très facilement, accorde ou octroie les passeports à Jean-Pierre Bemba qui vient d'être relaxé par la CPI, mais le refuse à Moïse Katumbi. Monsieur Moïse Katumbi n'a pas fait une demande régulière pour avoir un passeport, et même s'il l'avait fait, encore faut-il qu'il remplisse les conditions, puisque entre-temps, il a été découvert qu'il y avait des problèmes de nationalité avec ce monsieur. Et les passeports congolais ne sont réservés qu'à des Congolais. Et Jean-Pierre Bemba est congolais. Il a droit à un passeport congolais. Moïse Katumbi peut prendre un passeport du pays dont il est originaire, que je ne vais pas citer, demander un visa, on le lui donnera, parce qu'on a besoin de lui. Il a commis des actes présumés répréhensibles, puisque pour ces actes-là, il n'a pas encore été condamné.
nous avons besoin de lui pour qu'il réponde de ses actes devant la justice congolaise. Donc personne ne peut l'empêcher de revenir, parce qu'il y a des gens qui ont été lésés par ces actes, qui souhaitent qu'il revienne, et nous devons protection aux intérêts de ces gens-là. Donc il soit clairement entendu que ce monsieur-là, si il revient au pays, il sera arrêté. Je ne sais pas si il doit être arrêté. Ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes avec la justice. Ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes avec la justice qui est arrêté. Moi, j'ai un problème avec la justice, monsieur. Parce que ma voiture a éraflé la voiture d'un autre citoyen la semaine passée à Kinshasa. Est-ce qu'on m'a arrêté? Je suis libre en train de parler avec vous. Pourtant, j'ai un document d'un procureur d'ici à la Gombe où je dois répondre ou envoyer mon avocat pour parler de cet incident de la route entre ma voiture et la voiture de la personne qui a été éraflée ou qui a éraflé ma voiture. Donc, on n'arrête pas quelqu'un parce qu'il a affaire avec la justice. Il aura simplement à s'expliquer devant la justice. Voilà ce que nous disons. Et il a peur de cela. Voilà le problème. Bon, monsieur le ministre, il y a, concernant les processus des élections en République démocratique du Congo, on attendait la venue à Kinshasa, qui était déjà annoncée, semble-t-il, reportée plus d'une fois, la venue à Kinshasa du secrétaire général des Nations Unies et du président de la commission de l'Union africaine, mais que ce voyage, à la dernière minute, aura été annulé. Quelle est la vérité autour de ces dossiers, monsieur le ministre? À la dernière minute, ça c'est trop dire. Je pense qu'il n'y a pas encore eu la finalisation des arrangements protocolaires. Vous savez, le secrétaire général des Nations Unies n'est pas n'importe qui. C'est une haute personnalité, c'est le chef de l'administration centrale des Nations Unies. Et la personne qui a rendez-vous avec lui en République démocratique du Congo n'est pas du tout venant, c'est le chef de l'État. Ces deux personnalités qui ont des agendas qui sont souvent remplis, je pense même 365 jours avant les rendez-vous. Même nous qui sommes des ministres, parfois il nous arrive d'avoir difficile d'avoir accès au chef de l'État parce qu'il a beaucoup d'engagement et donc il faut que par des voies diplomatiques, on se mette d'accord sur des dates qui conviennent à l'une et à l'autre personnalité. Il n'y a que ça qui est en train de se passer. J'entends ici dramatiser le fait qu'il faille que les diplomates puissent se mettre d'accord sur une date qui convienne aux deux personnalités. C'est tout. Personne ne peut empêcher le secrétaire général d'une organisation à laquelle nous appartenons de pouvoir venir en République démocratique du Congo. Si nous avons des problèmes avec les Nations Unies, nous quitterions les Nations Unies. Mais nous sommes membres des Nations Unies. Nous recevons même une assistance des Nations Unies. Pourquoi refuserions-nous à ce que le numéro 1 des Nations Unies vienne voir le président de la République? Mais le président de la République a un agenda dont il faut tenir compte. Pour le moment est chargé. Absolument. Nous sommes à la veille des élections, nous avons en même temps des problèmes que le président doit résoudre. Il faut favoriser des conditions de sécurité. Il est le commandant suprême des forces armées. Il faut favoriser les conditions de financement de ces élections parce que nous allons les financer nous-mêmes. Il doit s'assurer, comme le patron de l'exécutif, de la mise à la disposition de la commission de ses moyens. Et donc il est une personnalité extrêmement chargée. Je vais vous raconter une anecdote. Je vous en prie, monsieur le ministre. 4 mois avant son décès, j'ai eu la chance de rencontrer Mzee Laurent Désiré Kabila, ici même à Kinshasa, et il m'a posé la question de savoir, mais jeune homme, pourquoi n'as-tu pas fait l'effort de me voir? Et je lui ai dit, Excellence, je vous ai écrit à 3 reprises pour vous voir, mais je n'ai reçu aucune réponse de vos services du protocole. Et il a dit, ah, je suis désolé, mais c'est compliqué. C'est dommage qu'il n'y ait pas de jour de 48 heures. Il m'a lancé ça et on a rigolé. Donc un chef d'État a beaucoup à faire. Donc c'est tout à fait normal qu'un rendez-vous puisse prendre du temps pour s'agencer. Il ne faut pas dramatiser cela, surtout quand on a affaire à un chef d'État. C'est tout à fait normal, ça peut arriver. Donc pour le moment, c'est une visite inopportune. Pour le moment, le président a un calendrier qui ne lui permet pas de
caler un rendez-vous avec une personnalité aussi importante que le secrétaire général, parce qu'il est engagé dans d'autres actions qui sont autrement plus contraignantes. Voilà ce que je peux dire. Le protocole d'État a signé un communiqué pour parler justement d'harmonisation des... C'est ce qui est en train d'être fait. Voilà. Donc rien à voir quand on entend un membre d'Amnesty International parler des camouflets et d'humiliation de la part du président Kabila et à ça, c'est le Congo bashing. C'est le Congo bashing. Ah, vous dites? C'est le Congo bashing. Ah. Hein, la critique systématique de tout ce qui se passe au Congo. Amnesty, c'est une ONG. Vous savez, qui vit de prébendes qu'on lui donne pour faire des enquêtes, salir un peu ici. Si tout va bien, probablement il n'y aurait pas d'amnesty. C'est parce qu'il y a des choses qui vont mal qu'il y a amnesty. Et donc il faut salir, opposer les gens les uns aux autres. Ça ne m'intéresse pas. Nous savons que le chef de l'État a un agenda qui est surchargé. Amnesty ne travaille pas à la présidence. Amnesty ne travaille pas aux Nations Unies. Et d'ailleurs, il y a eu une réponse immédiate de New York. Le secrétaire général a fait savoir que pour lui, ce n'était pas vraiment quelque chose une chose qui relevait d'une exigence de vie ou de mort. Il faut absolument qu'à telle date, il voit le président. Il y a un rendez-vous. Les services sont en train d'agencer cela. Ça ne regarde ni Amnesty, ni la presse. Ça regarde les services du protocole du président et les services du protocole du secrétaire général des Nations Unies. Point barre. Oui, une ONG nationale dénommée ACAJ qui parle d'isolement de la République démocratique du Congo. C'est une branche de l'opposition radicalisée. Ah bon, vous dites? C'est une branche. Non, mais c'est une ONG nationale. C'est une branche de l'opposition radicalisée. Je regarde les téléspectateurs et je le dis. Je ne vois pas de différence entre cette ONG et les radicaux de l'opposition. Que le président Kabila s'isole par ces faits. C'est ce qu'il souhaite. Et en même temps, il isole, lui, le président Kabila. C'est ce qu'il souhaite. Je ne sais pas ce qu'elle La République démocratique du Congo. Si le président est isolé, ce sera au grand plaisir de la cage. Donc je pense qu'il jubile. Et ils savent que c'est faux. Et donc ça les gêne. Que même le secrétaire général vienne voir le président. Bon, monsieur le ministre, revenons un petit peu à la tripartite là. Quel est le niveau, puisque vous dites plus haut que la communauté internationale est gênée du fait que la République démocratique du Congo... Non, je n'ai pas dit la communauté internationale. Vous dites quoi? Je dis certains membres de la communauté internationale. Une partie. Des nostalgiques d'un certain ordre néocolonial. Mais il y a des gens, que nous avons de bons amis dans la communauté internationale qui sont progressistes. Qui veulent mettre la main à la poche, mais qui souhaitent que nous puissions progresser. Mais nous n'avons pas besoin de l'aide. La main tendue. Mais nous n'avons pas besoin de main tendue. Pourquoi? Pourquoi aurais-je besoin, si je sors de ce studio, je n'ai pas besoin de m'appuyer sur vous, je marche sur mes deux pieds. Pourquoi aurais-je besoin de m'appuyer sur vous comme si j'étais ivre? Si j'étais ivre, je demanderais que vous me souteniez. Si je n'ai pas besoin d'appuyer, que je dise, je vais marcher tout seul, ça vous gênerait en quoi? Pourquoi ça doit vous gêner? À moins que vous n'ayez une arrière-pensée de vouloir me faire trébucher à un moment donné. La CENI ne se plaint pas des encaissements, ou des décaissements de l'argent de la part du gouvernement. Vous m'informiez, vous me donniez une information que je n'ai pas jusqu'à hier et ne nous a pas... On en est à quel niveau? Parce que dernièrement, c'était combien quelque chose comme 28 millions. Pour parler chiffres, je serais bien incapable. Je ne suis pas très fort en mathématiques. Je crois que ça, c'est le ministre des Finances qui peut vous répondre. 30 à 40 millions le mois. En tout cas, la CENI a reçu tout ce qu'elle a demandé jusqu'à présent dans le plan de décaissement auprès du ministre des Finances. Elle ne se plaît pas, hein? Non. Contrairement à ce qui est dit ça et là. Mais il n'y a que la CENI qui peut parler de ses sentiments. J'apprends que la CENI a des porte-paroles un peu partout, sauf dans la CENI elle-même. C'est un peu ridicule, à la fin de compte. Bel et bien, il y aura élection le 23 décembre 2018. Vous y croyez dur comme fer au sein de la République, du gouvernement de la République dont vous êtes le porte-parole. Mais nous en avons décidé ainsi. La CENI, qui est la seule autorité en la matière, a décliné un calendrier qui fixe les scrutins au 23 décembre 2018, je ne vois aucune raison jusqu'à présent d'en douter. Ne doutez pas un seul instant. Est-ce que la création de la méga plateforme électorale Fonds commun pour les Congo a été conçue et mise
en place par rapport à l'élection présidentielle du 18 décembre 2018, monsieur le ministre? La méga plateforme, comme vous l'appelez, est un exercice tout à fait normal et routinier, une gestion tout à fait normale d'une valeur que nous appelons liberté en démocratie. Dans une démocratie, les hommes et les femmes dans un pays sont libres de s'agglomérer dans une structure ou dans une autre. Donc nous avons estimé nécessaire, compte tenu des priorités qui nous paraissent à nous comme devant être considérées comme essentielles, de nous mettre ensemble pour sauver notre pays, particulièrement face à ces menaces d'ingérence extérieure. Nous avons estimé que les Congolais devaient, au-delà de ce qui pouvait les opposer comme philosophie politique, comme programme d'action, comme projet de société, considérer qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de tout cela, c'est la nation. C'est faire en sorte que l'indépendance que nous avons obtenue en 1960 signifie quelque chose. Or, on a l'impression que nous étions en train de reculer pour aller vers la situation d'avant le 30 juin 1960. C'est un sursaut de patriotes congolais qui estiment que même s'ils ont des avis divergents sur la façon de diriger le pays, mais le pays mérite d'être indépendant et que des débats doivent avoir lieu, mais entre Congolais, sans que les étrangers viennent y mettre leurs mains, parce que lorsqu'ils viennent s'y mêler, c'est pour servir leurs propres intérêts et pas nécessairement les intérêts de la République démocratique du Congo. Voilà le sens de ce que vous appelez, vous, méga plateforme, et que nous avons mis en place. Et c'est de là que sortira les candidats du FCC. Oui, nous avons décidé à l'élection présidentielle. Nous avons décidé de soutenir un seul candidat à l'élection présidentielle, et vous connaîtrez l'identité de ce candidat dans quelques jours. Sortirait peut-être de la branche opposition. Mais, puisque nous sommes une plateforme, tous les membres de cette famille sont libres de pouvoir faire valoir leurs ambitions, mais la plateforme se décidera démocratiquement et fera savoir à l'opinion quel est son choix. À ce moment-là, vous saurez exactement sur qui notre dévolu aura été jeté. À ce moment-là. Mais à ce moment-là seulement. La prépondérance revient à la majorité présidentielle. Je ne sais pas d'où vous tirez cela. Nous sommes une plateforme et nous devons parler ensemble des ambitions des uns et des autres. Le terme de prépondérance me paraît bien mal placé dans ces conditions-là. C'est l'intérêt du pays qui va guider notre choix. Il n'y a pas de prépondérance. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le Congo plus qu'un autre. Nous nous sommes retrouvés un point commun, c'est la passion pour le Congo. Et dans cette passion-là, je ne vois pas lequel est prépondérant par rapport à l'autre. Non, nous aimons tous notre mère patrie et nous voulons la servir. Voilà. Monsieur le ministre, quel est le portrait de ces candidats communs qui seraient présentés par les FCC, d'après vous? Nous ne sommes pas encore en pleine session de structure de décision du Front commun pour le Congo pour que je puisse vous donner le portrait du candidat. C'est celui qui réussira à emporter la volonté majoritaire ou unanime de tous les membres du Front commun pour le Congo. Voilà tout ce que je peux vous dire en l'étape actuelle. Moi-même, je ne peux pas vous dire quoi. Qu'est-ce que je vous dirais? J'engagerais le Front commun pour le Congo à moi tout seul. Ça ne serait pas très démocratique, ni très élégant. J'ai ma petite idée. Vous êtes un animal politique. J'ai ma petite idée, mais j'attends, comme un membre très discipliné du groupe, que nous soyons ensemble pour les mettre. Quelle serait votre Ce n'est pas devant les médias que je vais le faire. Non, pas du tout. Ce n'est pas ici que je vais le faire. Nous attendons, nous allons nous réunir. Votre préférence irait vers quelle personnalité? Je la garde pour moi. Alors, vous êtes aussi autorité morale, le terme est consacré chez nous, de votre parti politique. De mon regroupement, c'est un regroupement même. Regroupement. Ouais. Vous en êtes le président.
Bien sûr, je suis l'Alliance CCU et Alliés. C'est ça. Vous vous êtes déjà mis, vous aussi, dans le sens de la marche vers 18 décembre 2018. 23 décembre. 23 décembre, je vais dire. Bien sûr, nous y sommes. Comment ça se passe? Mais nous sommes en train de clôturer maintenant la sélection de nos candidats aux élections provinciales, conformément au calendrier qui a été retenu par la Commission électorale nationale indépendante, et nous préparons la sélection des candidats aux élections à la députation nationale, et nous préparons notre participation à cette sélection du candidat de l'ensemble des forces du Front commun pour le Congo à la présidentielle. Voilà où nous en sommes. Tiens, monsieur le ministre, avant que j'en oublie, il y a, je sais pas si vous êtes au courant, une élection présidentielle s'est tenue pas au Congo, mais aux États-Unis d'Amérique. Et le candidat Mosengo a été publicité comme candidat ayant gagné ces élections des Congolais aux États-Unis, et ainsi que, comment il s'appelle déjà, les réparateurs des femmes victimes des violences, docteur Mukwege. Voilà, j'y arrive. Qu'est-ce que vous pensez de ça, monsieur le ministre? J'ignorais qu'il y avait un 52e État des États-Unis qui s'appelle les Congolais des États-Unis et qui élisait un président de la République. Nous parlons des élections en République démocratique du Congo. Soyons sérieux. Vous parlez peut-être d'un sondage. C'est pas un sondage, des élections. Ah, alors, c'est un pays auquel je n'appartiens pas. Des élections alors, pour le Congo aux États-Unis. Alors, je n'appartiens pas à ce pays-là. Je suis congolais au Congo. S'il y a un pays qui s'appelle Congo aux États-Unis, je l'ignore. C'est une nouvelle géographie. Non. Kabila ne peut pas être là-bas et président du Congo au Congo. Le président Kabila est président du Congo au Congo. Si Mosengo veut être président du Congo aux États-Unis, libre à lui. Si Mukwege, qui n'est pas le seul à réparer les femmes, attention. On répare des femmes même à Lodja chez moi. On répare des femmes même à Kinshasa ici. Il y a des gens plus qualifiés même que le docteur Mukwege ici à Kinshasa. Mais le plus internationellement oui, nous savons cela. Et que les fistules, vous savez les fistules dont on parle là n'ont rien à voir, pas exclusivement avec les violences sexuelles. Les fistules, c'est surtout les mariages précoces, etc., les grossesses des mineurs, etc. On a voulu en faire une affaire politique en liant les fistules de nos femmes seulement aux violences sexuelles pour nourrir un peu la propagande pour un chirurgien qui travaille d'ailleurs dans un établissement public de l'État congolais. Et donc je ne vais pas entrer dans ce petit jeu-là. S'il y a une république des Congolais aux États-Unis, eh bien, je félicite ceux qui ont été élus président de la République des Congolais aux États-Unis et je vais réviser un peu mon cours de géographie, mais moi, je prépare les élections des Congolais qui sont au Congo pour la République démocratique du Congo. Le reste ne m'intéresse pas, c'est de la blague. De ces élections, on les veut inclusives. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y en a des partis politiques qui déjà annoncent leur boycott. Et la branche IDPS de Valentin Moubaké. Mais c'est la gestion d'une valeur à laquelle nous tenons beaucoup, qui s'appelle liberté en démocratie. Qu'est-ce que vous faites de la démocratie? Pourquoi vous me posez cette question? S'il estime qu'il n'est pas prêt... inclusive. Mais non, mais l'inclusivité ne veut pas dire que si quelqu'un ne veut pas, il faut le forcer. Ça ne serait pas de l'inclusion. Ça serait de la dictature. Ce n'est pas l'inclusivité, cela. C'est de la dictature. Si quelqu'un n'est pas prêt à participer à une élection et qu'il estime qu'il n'y participera pas, il gère sa liberté. Moi, je pense que le plus grand nombre de Congolais, de forces politiques qui existent au Congo, participeront aux élections. C'est cela qui m'intéresse. Ceux qui ne veulent pas participer, ça c'est leur liberté aussi. Ça ne peut pas impacter le... Pourquoi cela impacterait? Le pays ne leur appartient pas, comme il ne nous appartient pas, mais le calendrier est là, la Constitution veut qu'il y ait des élections, les élections auront lieu, ceux qui veulent y participer, y participent. Puis je vous rappeler que même dans les élections, il y en a qui votent blanc,
personne ne les arrête pour autant. Ce n'est pas un crime de voter blanc, tout comme ce n'est pas un crime de ne pas participer à des élections ou de faire ce que vous appelez le boycott. Ce n'est pas un crime. C'est un choix libre. Dès le moment où on ne les force pas à boycotter et qu'ils boycottent d'eux-mêmes, c'est un choix qu'ils ont pris eux-mêmes. Je pense qu'ils ont de bonnes raisons de le faire. Je n'ai pas à commenter cela. Qu'est-ce que vous pensez de la position plus ou moins ambivalente des plateformes politiques qui, en même temps, ont déposé les listes de leurs candidats aux élections provinciales et, en même temps, récusent la machine à voter, dont pour la CNI, organe habilité à organiser ces élections, il n'y a pas d'élection le 23 décembre 2018 s'il n'y a pas de machines à voter. Monsieur le ministre Lambert Mende. Je les invite à lire la Constitution, à lire les lois de la République démocratique du Congo, qui font de la CENI l'unique autorité en matière d'organisation des élections. Je les invite à intégrer dans leur stratégie et dans leur gestion tactique des élections la dimension de l'indépendance de la CENI. La CENI, c'est un acronyme de Commission électorale nationale indépendante. Donc il ne faut pas que nous voulions une chose et son contraire. Nous voulons une commission électorale nationale indépendante, mais nous voulons lui imposer nos volontés, c'est-à-dire violer son indépendance. La CENI a décidé qu'on irait aux élections avec la machine à voter. Je ne vois pas qui est attitré, même s'il est une vedette ou quoi, à imposer à la CENI la démarche qu'elle doit suivre, puisque la CENI est indépendante. Si elle a décidé qu'il y aurait des élections avec la machine à voter, il faut accepter qu'il y ait des élections avec la machine à voter ou apporter la preuve scientifique, technologique que la machine à voter, ça ne marche pas. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu de telles preuves. Nous attendons simplement des élucubrations politiciennes. Je pense que c'est une approche plutôt tactique pour justifier les revendications ou rationaliser les échecs que l'on pressent qui vont advenir par la suite. Mais enfin, c'est un commentaire que je fais tout à fait librement comme un intellectuel. Et c'est crédible, comme on entend dire des Congolais, que ceux qui ne veulent pas de la machine à voter ont peur des élections? Il y a un peu de ça, parce que vous ne pouvez pas en même temps dire que vous voulez aller aux élections, que les élections sont programmées, mais en même temps vous remettez en cause les procédures qui sont prévues par la loi pour organiser ces élections. C'est comme si on devrait tout arrêter, repartir au Parlement, repartir devant le souverain primaire, organiser un nouveau référendum pour avoir une autre constitution, pour créer une commission électorale qui dépendrait des partis politiques. Ça n'a aucun sens. Donc c'est vouloir une chose et son contraire en même temps. Donc il y a un problème réellement de crédibilité dans leur chef. On va aller à quelques autres sujets d'actualité, puisque vous êtes porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, quid des tensions concernant les pêcheurs sur le lac Édouard entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda? C'est un événement extrêmement malheureux parce qu'il y a eu mort d'homme et nous sommes en train d'en discuter avec le gouvernement voisin de l'Ouganda pour déterminer les dommages qui ont été causés à ces pauvres pêcheurs sur le lac Albert et envisager des réparations. Édouard, vous voulez dire le lac Édouard, pardon, et envisager des réparations qui leur sont dues ou qui sont dues à leur famille. Les discussions ayant encore lieu, vous me permettrez de ne pas m'étendre sur ce sujet. C'est un sujet extrêmement douloureux. Alors, monsieur le ministre, il y a cet autre dossier, apparemment brûlant, concernant
Bokanga Lonzo, que la République démocratique du Congo serait accusée par la firme sud-africaine à la Cour pénale internationale, à la Cour internationale de justice. Je pense qu'il ne s'agit même pas de la Cour internationale de justice, c'est une cour d'arbitrage. Vous savez, lorsqu'il y a des accords qui vous mettent ensemble avec des partenaires, il est normal que dans les accords, il soit prévu qu'en cas de divergence de vue ou d'intérêt, l'on puisse recourir à telle juridiction, et dans le cas d'espèce, à une juridiction d'arbitrage. Alors, si ce partenaire étranger a estimé que ses intérêts ont été lésés, il est de son droit de pouvoir saisir la Cour d'arbitrage comme il l'a fait, mais ça ne veut pas dire que la République démocratique du Congo soit en tort du fait qu'on a cité à comparaître devant une Cour d'arbitrage. Nous allons développer notre argumentaire et la Cour d'arbitrage va trancher. Maintenant, il est trop tôt pour pouvoir s'amuser à dire qui a tort, qui a raison. Nous allons examiner les griefs qui sont portés à charge de la République démocratique du Congo et nous verrons bien ce que la Cour d'arbitrage décidera. À ce moment-là, on verra bien ce qui va se passer au final. Pendant ce temps, Bokanga est à l'arrêt? Non, pas du tout. Bokanga continue à fonctionner. Je vous invite à aller acheter les produits de Bokanga près du Palais de la Nation, près de l'ISP Gombe. Je pense qu'il y a toujours un petit marché là-bas où on vend des produits de très bonne qualité en provenance de Bokanga. Alors, on va terminer par ce sujet qui concerne votre province dont vous êtes originaire, les Sankourou. Il y a une ONG qui porterait les noms des amis des Sankourou, qui a fait une mise au point parlant des tensions ethniques. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne suis pas au courant. Cette partie de la République? Non, c'est une fausse information. Il n'y a aucune tension ethnique au Sankourou. Avant mon dernier voyage aux États-Unis et en Chine, je suis allé au Sankourou. Je m'apprête d'ailleurs, une fois terminée la sélection des candidats à la députation provinciale, à y faire un petit saut. J'ai le secrétaire général adjoint de mon parti qui y est allé depuis 3 jours. Nous ne sommes pas informés qu'il y ait des tensions ethniques au Sankourou. C'est une fausse information, une fake news. De plus. Voilà. Bon. On va se quitter par là, monsieur le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Qu'est-ce que vous avez encore envie de dire comme dernier mot, en conclusion? Ma conclusion, c'est d'inviter les Congolaises et les Congolais à se préparer pour ce rendez-vous important qui va avoir lieu le 23 décembre 2018. Les inviter à faire le bon choix, et je pense que le bon choix sera du côté du Front commun pour le Congo, parce que le Congo, aujourd'hui, on s'en rend compte, suscite de plus en plus de convoitises. Nous pensions l'avoir fini avec ces assauts néocolonialistes dès les premières années de l'indépendance. Nous pensions avoir payé le prix de notre émancipation avec le sang de Patrice Emery Lumumba et de ses compagnons, et nous nous rendons compte, malheureusement, près de 60 ans après, qu'il y a toujours des milieux néocolonialistes, des milieux nostalgiques dans les pays qui nous avaient colonisés et dans les pays qui leur sont alliés, qui veulent nous remettre le grappin dessus. Et donc il n'y a que le Front commun pour le Congo qui a la passion de l'émancipation du Congo, qui peut effectivement se battre pour faire en sorte que le Congo demeure congolais et non pas un instrument à la disposition de ceux qui veulent simplement s'enrichir sur les ressources naturelles du Congo, mais ne s'intéressent pas du tout au bien-être du peuple congolais. Voilà ma conclusion. Voilà, Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement de la République. Merci à vous, monsieur le ministre, d'être passé encore nous voir ce soir en plateau de Nouvelle Donne. Tout le plaisir sera pour moi et les téléspectateurs de vous retrouver très bientôt. Voilà, Pierre Mwanda a réalisé Nouvelle Donne comme à son habitude. Merci à lui. Merci également à toute l'équipe technique qui l'a entouré.
où que vous soyez à l'échelle nationale, à l'échelle planétaire. Simpli Divine Kanunga Kanunga Kasongo, votre serviteur. Je vous remercie de nous avoir regardé depuis le début. Je vous retrouve très vite dans un autre numéro des Nouvelles Donnes. Ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours là pour vous servir tant que Dieu nous prête vie. Bonsoir à tous et à très bientôt. Merci et au revoir.